Bonjour à vous qui regardez cette vidéo. Si vous êtes ici, c'est pour en apprendre plus sur les limites planétaires. Il y en a 9. Commençons par la première. La première, c'est l'acidification des océans. Mais qu'est-ce que c'est ? C'est l'acidification des océans, ça va désigner la diminution du pH des océans due à l'absorption de dioxyde de carbone, donc CO2, provenant des activités humaines, type industrie, transport. Et c'est environ 30% du CO2 émis par l'homme qui est absorbé par les océans. Une fois dans l'eau, ce CO2 réagit pour former de l'acide carbonique, ce qui va rendre l'eau plus acide. Mais pourquoi c'est un problème ? En fait, ça a un impact sur la vie marine, les coquillages, les coraux et certains crustacés qui ont des structures calcaires, donc carbonate de calcium, qui se dissolvent dans des eaux trop acides, et cela met en danger la biodiversité marine. Il y a aussi un effet domino. Les écosystèmes marins sont perturbés, ce qui va affecter en fait toute la chaîne alimentaire et donc les populations humaines qui dépendent en fait de la pêche. Quelques chiffres clés, on va voir ici le pH des océans qui a diminué de 0,1 unité depuis la révolution industrielle, ce qui correspond à une augmentation de 30% de l'acidité. Les solutions possibles, on va retrouver une réduction du CO2 grâce à la transition énergétique et l'usage des énergies renouvelables, ou restaurer les écosystèmes marins, par exemple protéger les récifs coralliens. À titre d'exemple, en fait, Nestlé, pour réduire l'empreinte carbone de ses produits issus de la mer, travaille en fait avec des ONG et des fournisseurs pour garantir une pêche durable et limiter l'impact sur les écosystèmes marins. Parlons maintenant de l'appauvrissement de l'ozone. Qu'est-ce que c'est ? La couche d'ozone, située dans la stratosphère, agit comme un bouclier naturel qui filtre les rayons ultraviolets nocifs du soleil. L'appauvrissement de cette couche est causé par des substances chimiques comme les chlorofluorocarbures, CFC, autrefois utilisés dans les réfrigérateurs, les aérosols et les mousses isolantes. Pourquoi c'est un problème ? Plus les rayons UV atteignent la surface de la Terre, plus cela augmente les risques de cancer de la peau, de cataracte et d'autres problèmes de santé. Les écosystèmes sont aussi fragilisés. Certains organismes, comme le phytoplancton, sont affectés par ces UV, perturbant les chaînes alimentaires et la régulation du climat. On peut avoir une bonne nouvelle. Grâce au protocole de Montréal en 1987, la production de substances appauvrissant l'ozone a été drastiquement réduite. La couche d'ozone se rétablit lentement et pourrait revenir à son état d'avant 1980 d'ici 2060. Les solutions possibles ? Contribuer à bannir les substances appauvrissant l'ozone. Il faut aussi sensibiliser sur l'importance de cette couche pour la santé humaine et la planète. À titre d'exemple, comme entreprise, on va retrouver Honeywell. L'entreprise a développé des alternatives au CFC pour les réfrigérants, réduisant leurs impacts sur la couche d'ozone. Elle s'engage aussi à proposer des produits plus écologiques à l'industrie. Le groupe Dupont a, pour anecdote, autrefois un grand fabricant de CFC, a changé sa stratégie en investissant dans des solutions respectueuses de la couche d'ozone après le protocole de Montréal, montrant comment en fait une entreprise peut se transformer grâce à des enjeux environnementaux. Concernant l'augmentation des aérosols dans l'atmosphère, les aérosols sont des particules fines ou des gouttelettes en suspension dans l'atmosphère. Ils proviennent de sources naturelles, volcans, poussières désertiques ou humaines, comme la combustion du charbon, du gaz, d'échappement, voire des feux de forêt. Pourquoi c'est un problème ? En fait, cela impacte la qualité de l'air. Les aérosols en fait, sont responsables de problèmes respiratoires et cardiovasculaires chez l'homme. Cela a aussi un effet climatique. Ils peuvent avoir deux effets opposés. Soit refroidir localement la planète en réfléchissant la lumière solaire, soit contribuer à un réchauffement global en modifiant les nuages. Cela a aussi un effet sur les précipitations. Les aérosols en fait, vont perturber les cycles de pluie, ce qui peut provoquer des sécheresses ou des inondations. La pollution de l'air tue environ 7 millions de personnes chaque année, selon l'OMS. Les solutions possibles, ça va être de réduire en fait, les émissions industrielles et des transports, comme les énergies propres, et améliorer les réglementations sur la qualité de l'air. Par exemple, Tesla, en promouvant les véhicules électriques, va réduire les émissions de particules liées aux moteurs à combustion, contribuant ainsi à limiter la présence d'aérosols dans les zones urbaines. En Chine, des applications comme BlueMap, développées par des entreprises technologiques locales, aident les citoyens à suivre la qualité de l'air en temps réel, poussant ainsi les entreprises en fait polluantes à revoir leurs pratiques sous la pression publique. Nous allons maintenant voir l'introduction de nouvelles entités dans la biosphère. Alors qu'est-ce que c'est ? Cette limite concerne l'introduction dans l'environnement de substances chimiques, plastiques et de particules nanotechnologiques créées par l'homme, ainsi que des matériaux comme les métaux lourds ou les pesticides. Ces entités nouvelles peuvent perturber les écosystèmes et nuire aux organismes vivants.
Pourquoi c'est un problème? Alors tout d'abord, ça a un impact sur la biodiversité. Les pesticides comme les néonicotinoïdes ont des effets dévastateurs sur les pollinisateurs, c'est-à-dire les papillons, les abeilles, qui sont essentiels à l'agriculture. Ensuite, il y a une accumulation dans la chaîne alimentaire. Les microplastiques présents dans les océans sont ingérés notamment par les poissons qui finissent dans nos assiettes. Enfin, on peut dire qu'il y a des effets imprévisibles. Les nanotechnologies et certains composés chimiques, comme les phtalates, ont des impacts encore mal compris sur la santé humaine et les écosystèmes. À titre d'exemple, chaque année, environ 8 millions de tonnes de plastique sont déversées dans les océans, ou encore les pesticides tuent jusqu'à 40% des pollinisateurs dans certaines régions du monde. Enfin, pour limiter cela, on peut dire qu'il existe plusieurs solutions, comme réduire l'utilisation de pesticides, développer des matériaux biodégradables, ou encore réguler et surveiller les substances chimiques introduites dans l'environnement. En exemple d'entreprise, il y a Patagonia. Cette entreprise limite l'introduction de microplastiques en produisant des vêtements à base de fibres naturelles et en investissant dans la recherche sur les impacts environnementaux des textiles. Parlons désormais du changement climatique, qui est un nouveau point. Le changement climatique désigne l'augmentation des températures moyennes sur Terre, causée principalement par les émissions de gaz à effet de serre. Il est mesuré par la concentration de CO2 dans l'atmosphère, dont la limite est de 350 ppm, et le bilan radiatif de la Terre, dont la limite est d'1 watt par mètre carré. C'est un problème par rapport aux phénomènes extrêmes que ça engendre, comme la sécheresse, les températures et les inondations qui deviennent de plus en plus fréquentes et intenses, la fonte des glaciers, puisque le niveau des océans monte, menaçant des millions de personnes vivant près des côtes, et ainsi la perte des écosystèmes, puisque les coraux et les forêts tropicales sont particulièrement sensibles aux températures et subissent des dommages irréversibles. Comme d'habitude, il existe plusieurs possibilités de solutions, comme notamment la première d'accélérer la transition énergétique vers des énergies renouvelables et plus efficaces, planter des forêts et restaurer des zones humides pour capturer le CO2, ainsi que d'encourager les entreprises et les pays à adopter des politiques de neutralité carbone. Si l'on doit donner un exemple d'entreprise à suivre, Tesla produit des véhicules électroniques et en développant des solutions d'énergie solaire, il vise à réduire la dépendance aux énergies fossiles. Par exemple, en Bangladesh, en 2022, l'un des pays les plus exposés à la montée des eaux, a construit des maisons flottantes et des fermes aquatiques pour s'adapter au changement climatique. Le changement d'usage des sols. Cette autre limite planétaire concerne la conversion des terres naturelles, c'est-à-dire les forêts, les prairies, les zones humides, en terres agricoles, urbaines ou industrielles. Cela modifie les écosystèmes, réduit la biodiversité et affecte la régulation du climat. Alors donc, cela provoque une déforestation massive. Environ 13 millions d'hectares de forêt sont perdus chaque année, entraînant une diminution de la capacité des sols à stocker le carbone. Cela entraîne bien évidemment du coup une érosion de la biodiversité, la destruction d'habitats naturels met en danger des millions d'espèces, le réchauffement climatique, les terres déboisées libèrent du carbone stocké, contribuant à l'effet de serre. Pour vous donner quelques chiffres, l'agriculture est responsable à 80% de la déforestation mondiale, principalement pour l'élevage bovin, la culture de soja et l'huile de palme. Il existe différentes solutions, promouvoir une agriculture durable, comme l'agroforesterie, réhabiliter les zones dégradées pour restaurer leur biodiversité, encourager des pratiques d'aménagement urbain qui préservent les espaces verts. Certaines entreprises veulent limiter cet impact, notamment Unilever, grâce à son programme Sustainable Living, travaille à éliminer la déforestation de sa chaîne d'approvisionnement, notamment pour l'huile de palme et le papier, mais également des startups lancent des drones capables de planter plusieurs milliers d'arbres par jour. La perturbation des cycles bio-géochimiques. Qu'est-ce que c'est? Les cycles de l'azote et du phosphore sont essentiels à la vie, car elles soutiennent la croissance des plantes et la fertilité des sols. Cependant, l'utilisation massive d'engrais dans l'agriculture perturbe ces cycles, entraînant des excès dans les écosystèmes. Le problème, l'eutrophisation. Les excès d'azote et de phosphore dans les cours d'eau provoquent des proliférations d'algues qui consomment l'oxygène et asphyxient les milieux aquatiques. La pollution des sols. L'accumulation de ces éléments peut rendre les terres infertiles à long terme. Mais également sur la santé humaine, les nitrates issus des engrais contaminent les nappes phréatiques et peuvent être toxiques à haute concentration. Alors on peut voir que les activités humaines ont doublé la quantité de phosphore et triplé celle d'azote entrant dans les écosystèmes depuis les années 1950. Alors il existe plusieurs solutions pour contrer cela. Réduire l'utilisation d'engrais chimiques et privilégier les engrais organiques. Développer des techniques agricoles plus efficaces comme la rotation des cultures. Restaurer les zones humides qui agissent comme des filtres naturels.
peut voir également que la société Yara International, un géant de la fertilisation, développe des engrais intelligents et des outils numériques pour optimiser l'utilisation des nutriments et limiter leur impact sur l'environnement. Pour en finir avec les limites planétaires, le dernier dont nous allons évoquer est l'utilisation des cycles de l'eau douce. Alors qu'est-ce que c'est ? Alors l'eau douce est une ressource vitale pour les humains et les animaux et les plantes. Son cycle naturel est perturbé par les prélèvements excessifs pour l'agriculture, l'industrie et la consommation humaine. La limite planétaire est fixée à 4000 km3 par an. Une fois de plus, cela pose problème puisqu'il y a un stress hydrique sur de nombreuses régions, notamment sur le Moyen-Orient et l'Afrique, qui souffrent d'un manque d'eau douce disponible. Il y a une dégradation des écosystèmes puisque les rivières asséchées et les nappes phréatiques surexploitées nuisent à la biodiversité aquatique, et des conflits d'usage de la rareté de l'eau peuvent engendrer des tensions entre secteurs sur l'agriculture, l'industrie et les populations urbaines. Aujourd'hui, l'agriculture utilise environ 70% de l'eau douce prélevée dans le monde. Environ 2 milliards de personnes selon l'ONU vivent dans des zones confrontées à un stress hydrique sévère. Pour finir sur un point plus positif, il existe des solutions avec en premier lieu d'adopter des pratiques agricoles plus économes en eau, avec par exemple l'irrigation goutte par goutte. Il faudrait investir dans des technologies de recyclage et de dessalement de l'eau, ainsi que préserver des écosystèmes naturels qui contribuent au cycle de l'eau, c'est-à-dire les forêts et les zones humides. Malgré ces controverses, Nestlé a mis en place des programmes pour améliorer l'efficacité de l'eau dans ses usines et aider les agriculteurs partenaires à adopter des pratiques durables. En Israël, l'utilisation de l'irrigation goutte par goutte a permis de transformer des terres arides en terres fertiles, tout en économisant jusqu'à 50% d'eau par rapport aux méthodes traditionnelles.